Elles vont dîner dans une ambiance plutôt, en apparence, chaleureuse. Elles vont préparer un gâteau ensemble avec le petit garçon. Et elles passent une soirée qui ressemble à une soirée ordinaire. Toutefois, l'examen de l'ordinateur de Maïwenn va montrer qu'elle finit par aborder la question avec Elsiane. Les policiers vont retrouver des conversations qu'elle a eues avec son frère, alors qu'Elsiane se trouvait toujours dans l'appartement. Ma soeur m'a envoyé des messages pour me dire non, elle me dit rien. Elle dit que c'est pas elle. Et après, j'ai plus eu de message jusqu'à 1h du matin où j'ai reçu le dernier message qui me disait où elle me disait Annie, c'est le diminutif d'Elsiane. Annie est partie, je vais me coucher, salut. Yann reçoit ensuite un texto d'Elsiane. Elle est rentrée chez elle. Il s'endort donc serein, loin d'imaginer qu'à cette heure-là, sa petite sœur est morte. À ce stade de l'enquête, les policiers reçoivent les résultats de l'autopsie du corps de Maïwenn. À l'autopsie, on va découvrir 63 plaies, dont 10 plaies profondes. Donc, les principales plaies se situent donc au niveau du cou. Le premier coup était mortel, en fait. Et visiblement, les derniers coups ont été portés post-mortem. 63 coups de couteau, vous imaginez la force. Il faut la volonté de massacrer, de la défigurer, la rage, la haine, c'est inhumain. Et lors de la perquisition réalisée dans la journée chez Elsiane, les enquêteurs découvrent l'étui vide d'un couteau de chasse qui correspondrait aux entailles retrouvées sur le corps de Maïwenn. Dès lors, ils n'ont plus aucun doute sur la culpabilité d'Elsiane. Les policiers vont bien évidemment chercher à entendre Elsiane, qui est le suspect numéro 1 dans cette histoire. Et ils vont la géolocaliser par son téléphone portable. Il apparaît qu'elle a pris la route pour aller vers l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Elsiane a donc quitté Quimper précipitamment, laissant son fils de 3 ans sur les lieux du crime. Les policiers vont-ils réussir à l'interpeller? Et surtout vont-ils découvrir ce qui s'est réellement passé la nuit du drame? À Quimper, cela fait près de 10 heures que les policiers enquêtent sur le meurtre de Maïwenn. Ils décident d'attendre qu'Elsiane revienne en Bretagne pour l'interpeller. Les policiers savent qu'Elsiane reviendra, puisqu'elle a confié, avant de partir, sa fille à Catherine. S'organise alors une traque dans laquelle les proches de Maïwenn vont jouer un rôle décisif. À plusieurs reprises, Elsiane les contacte pour leur dire qu'elle est sur le chemin du retour. Et ils ont pour consigne de faire comme si de rien n'était. Ils voulaient se laisser une chance de la récupérer à son retour. Alors que si elle l'avait su, peut-être qu'elle aurait pris la fuite. Donc on n'a rien dit du tout. Le soir, un policier m'a téléphoné pour dire qu'il se mettait en place. Jusqu'à 23h, je ne vivais pas. J'avais peur qu'elle soit passée entre les mailles du filet et qu'elle débarque chez moi pour récupérer sa fille. J'aurais été... je ne voulais pas de ça. Il est 1h10 du matin quand les policiers interpellent Elsiane. Elle est au volant de sa voiture, à quelques pas du domicile de Catherine. Immédiatement placée en garde à vue, elle nie toute implication. Elle déclare donc qu'effectivement, qu'elle a bien mangé avec Maïwenn le soir même, qu'elle a laissé le petit garçon, qu'elle est repartie avec sa fille, mais que Maïwenn était bien vivante. Elle laisse supposer que Maïwenn avait peut-être un petit ami qui était peut-être venu après elle et que ça a peut-être dégénéré entre les deux. Les enquêteurs savent qu'Elsiane leur ment. Ils l'interrogent de nouveau et après plusieurs heures, la jeune femme finit par rendre les armes. Elsiane reconnaît être l'auteur
du meurtre de sa belle-sœur. Elle indique que ce meurtre vient après une dispute d'une très grande violence. Lors de son audition, Elsiane insiste, les deux femmes se seraient battues. Elle déclare aux enquêteurs que Maïwenn aurait touché un point sensible qui concerne son enfance. Elsiane a été victime de viol quand elle était enfant. Et Elsiane dit que Maïwenn met en doute le fait qu'elle a été victime dans ce viol. Elsiane dit que Maïwenn lui aurait dit « Tu as aimé ça, un salope ». Pourtant, un élément troublant attire l'attention des enquêteurs. Pendant cette garde à vue, le médecin légiste a également examiné Elsiane. Il ne constatera pas de blessure. Ça ne colle pas avec la description des faits telle que Elsiane les présente. Une bagarre, des échanges de coups. Les explications d'Elsiane sont bancales. Et quand les policiers l'interrogent sur l'arme du crime, elle explique qu'elle l'a trouvée par hasard. Ce qu'Elsiane explique aux enquêteurs, c'est que les deux femmes se battaient sur le lit et qu'elle aurait senti un couteau sur le lit et qu'elle s'en serait saisie. Selon Elsiane, le couteau était dissimulé sous la couette. Elle se souvient avoir porté un premier coup, mais ensuite, c'est le trou noir. La jeune femme explique alors avoir pris la fuite. Une voix lui a dit « il faut partir, il faut partir ». Et donc elle prend sa fille, elle part, elle oublie son fils. Voilà ce qu'elle dit. Elle oublie son fils. Comble de l'histoire, Elsiane laisse son fils aux côtés du cadavre de Maïwenn. Elle explique aux enquêteurs qu'elle serait passée devant lui sans le voir. Pour Stéphane, un ami de Maïwenn, le petit Pierre a servi d'alibi. Son alibi, c'est de laisser son enfant auprès de la victime, puisque la victime devait garder cet enfant. Elsiane, si elle avait récupéré son fils ce soir-là, c'était un aveu de culpabilité immédiate. Si les enquêteurs en savent un peu plus sur le scénario du crime, des zones d'ombre subsistent. Les policiers ont besoin d'en savoir plus sur Elsiane. Qui est cette femme qui tue sauvagement sa belle-sœur et laisse sur place son fils de 3 ans dans un bain de sang? Les engueulades avec elle, c'était souvent très fort, quoi. Très fort. Elle était explosive lors de disputes, elle avait essayé de me balancer un fer à repasser, une cocotte minute. La Brésilienne aurait donc le sang chaud. Les enquêteurs apprennent qu'elle avait toujours un couteau dans son sac. Elle transportait ce couteau tout le temps, un couteau de chasse, un couteau de commando. C'était déjà une fois, lors d'une dispute, retournée vers moi avec un couteau à la main et en hurlant dessus. Et je comprenais pas, là, je comprenais rien du tout. Pour moi, c'était pas la même. Et ce n'est pas tout. Yann découvre aussi qu'Elsiane le trompe depuis toujours. Pire, elle serait en fait une escort girl. Humilié, il ne dit rien de ses déboires amoureux à sa famille. Maïwenn pense donc que tout va bien et continue de côtoyer sa belle-sœur. Il n'y aurait pas eu ce lien-là, ça fait déjà longtemps, très longtemps qu'elle l'aurait écarté de ses contacts. Parce que Elsiane était très aguicheuse, très dragueuse, très séductrice envers tout le monde. Et ma sœur, elle supportait pas ça. Maïwenn voyait clair dans le jeu de sa belle-sœur. Elle se taisait pour préserver l'entente familiale jusqu'à ce que survienne le vol de sa carte bancaire. Pour la première fois, elle décide d'affronter Elsiane et la menace de porter plainte. Elle ne s'en doute pas, mais elle vient de signer son arrêt mort. Si elle a été victime de violences verbales, elle n'a pas pu le supporter. D'autre part, si elle a su ou senti que Maïwenn allait déposer plainte, elle n'a pas pu le supporter. Le scénario du drame se dessine. Incapable de supporter les accusations de sa belle-sœur, Elsiane se serait saisie du couteau dans son sac pour la faire taire à jamais.
Elle aurait ensuite envoyé un texto à Yann, son compagnon, depuis le portable de Maïwenn, pour brouiller les pistes. J'ai su que ma sœur en fait était morte sur les coups vers 23h ou minuit. Donc le message que j'avais reçu en fait déjà c'était pas de la part de ma sœur. Elle va de cette manière, en utilisant le téléphone et en envoyant des textos, permettre de gagner du temps sur le moment où le corps sera découvert. Après 2 jours de garde à vue, Elsiane est mise en examen pour meurtre. Le procès à venir devra répondre aux nombreuses questions des proches de Maïwenn. Elsiane a-t-elle succombé à un coup de folie, comme elle l'affirme? Ou était-elle tout à fait consciente de commettre un crime? « 14 juin 2013, le procès d'Elsiane s'ouvre pour 2 jours à Quimper. Sa mère et les proches de Maïwenn se font face. Catherine, la mère de la victime, est très déterminée. Je veux qu'elle paye. Je veux qu'elle reste enfermée parce que elle est dangereuse. Je n'ai plus rien à protéger, mais je pense à d'autres familles aussi. Il ne faut pas la croiser, pour moi, c'est le diable. C'est le diable en personne. Dans le box, Elsiane, la meurtrière présumée, adopte une attitude ambiguë. Elle s'est présentée comme une jeune femme timide aux premières heures de l'audience, et puis très rapidement, elle a défait ses cheveux qui étaient attachés, comme pour séduire la cour d'assises. Mais Catherine, la mère de Maïwenn, n'est pas dupe. Maïwenn n'existe plus pour elle. Je sais. Maïwenn a été effacée aussi. Je vous dis, un problème d'effacer. Pour les experts, Elsiane a tué consciemment. Ils parlent d'une jeune femme intolérante à la frustration. Les experts la décrivent comme manipulatrice, une stratège même, une égocentrique, très tournée sur sa personne. Pour l'avocate d'Elsiane, les raisons de son geste sont à chercher dans son enfance, qui fut traumatisante. Ce déchaînement de violence, il vient faire écho à une très grande violence dont Elsiane a été victime. Cette violence, elle est totalement injuste, elle est évidemment inacceptable, mais c'est une violence qui s'inscrit dans un parcours de vie totalement exceptionnel qui est celui d'Elsiane. Face à l'évidence du crime, la défense d'Elsiane est faible. En dernier recours, avant que la partie civile ne plaide, l'accusé présente ses excuses à sa belle-mère. Elle a dit, Catherine, je te demande pardon. Autant j'aurais pu la croire avant tout ça. Je me serais laissée aussi berner. Mais là, je ne pouvais plus quand même. Et donc, je lui ai dit que je ne la croyais pas. Le 15 juin, il est l'heure du verdict. Les jurés condamnent Elsiane à 12 ans de réclusion criminelle. Pour les proches de Maïwenn, c'est l'incompréhension totale. 63 coups de couteau, elle prend 12 ans. Elle prend 12 ans. Elle aura même pas 30 ans qu'elle sera sortie de prison. Elle va pouvoir faire toute la vie qu'elle veut. Mais par contre, moi, la vie de ma sœur, elle reprendra plus jamais. Dans les jours qui suivent, le procureur fait appel de cette condamnation. Un nouveau procès aura lieu en 2015, à Vannes. Aujourd'hui, la famille de Maïwenn vit dans l'espoir d'un nouveau verdict. Pour Catherine, sa mère, près de 4 ans après le drame, le souvenir de sa fille reste bien sûr intact. Elle n'a pas eu la chance de vivre longtemps. Mais elle nous a tellement, tellement donné que là où elle est, je pense qu'elle... Enfin, je peux lui dire, moi, je suis fière d'elle, fière d'elle. Je ne pouvais pas espérer une fille comme j'ai eue, avec tant d'amour. Et je l'oublierai jamais. Et personne ne pourra jamais l'oublier.